à ma question. On a un problème sur la soufrière de Guadeloupe avec l'accès au sommet, compte tenu de l'activité qui a augmenté les dernières années. Cet accès à tous les endroits au sommet nous a paru tout à fait dangereux, sachant qu'on est dans des zones où on excède les concentrations critiques de certains gaz, en plus du risque possible de brûlure. Parce qu'il y a du sol à plus de 90 degrés de température et puis du risque d'explosion et de projection. Donc, nous, on y va avec un certain nombre de sécurités, mais on ne peut pas évidemment prévoir ce genre d'éruption soudaine, hein, ces fameuses éruptions phréatiques. Et donc, on a émis des informations, on a donné un avis à la préfecture, et il y a eu beaucoup de discussions avec le Parc national, la mairie de Saint-Claude, etc. Et finalement, le préfet, on a proposé des limites d'accès. Et en fait, on a proposé des distances suite à des modélisations qu'on a fait, mais on n'a pas fait 1 million de simulations aléatoires. On a fait des simulations déterministes et on a proposé des limites de distance avec des rayons de sécurité autour des sites, en suggérant, en préconisant au préfet d'interdire l'accès à ces zones les plus actives du sommet. Et donc, le préfet n'a pas retenu cet avis et il a autorisé l'accès au sommet à condition que les personnes fassent appel à un professionnel, un guide touristique qui respectera un certain nombre de conditions et qu'il mette un masque à gaz. Et pour lui, ça suffisait pour dire que ces professionnels du tourisme pouvaient emmener des personnes exactement aux mêmes endroits où nous, on se trouve, avec un casque, avec une tenue particulière, la radio, la connaissance de l'activité en cours, des protections, etc. Et donc, nous, on a été assez choqués par ça. Donc, évidemment, on n'a pas argumenté. Hein. On a eu plusieurs réunions. On a été, dont acte. Mais on a admis dans notre bulletin qu'on recommande de se maintenir à une certaine distance de ces zones à risque, malgré le fait que le préfet considère qu'on peut y accéder si on a payé 35 € et un guide touristique et qu'on met vaguement un masque sur la figure. Donc, est-ce qu'on ne s'est pas mis, nous, dans une situation de danger en étant prescriptif sur les termes, alors qu'on pensait vouloir montrer qu'on considère que c'est dangereux et on le note. Voilà, c'est le jeu, parce qu'on peut pas, il y a un risque général qu'on peut identifier, mais un risque spécifique, c'est-à-dire qu'une explosion à tel endroit atteigne plus que la valeur qu'on a retrouvée dans les simulations, ce n'est pas impossible, évidemment. Et donc, du coup, est-ce que là, on ne se met pas, nous, dans une situation plus à risque que si on acceptait tout simplement, sans rien mentionner, ce que le préfet a décidé? Alors, peut-être soit mademoiselle Chirocel, soit monsieur Perrier, peut-être pourrait donner quelques éléments de réponse, je ne sais pas. Je veux bien sous l'angle du droit pénal et puis peut-être faire la transition ensuite avec Agathe. Mais, alors, s'agissant du principe de précaution, que la question a été posée tout à l'heure, il n'y a pas de décision pénale fondée sur une méconnaissance de ce principe. On n'est pas dans un lien de causalité qui serait suffisamment certain, et c'est heureux, hein, on a quand même, et c'est normal, je pense, une exigence plus ferme en termes de caractérisation de la faute sur le terrain pénal que sur le terrain civil. Par exemple, le principe de précaution s'y applique ou s'y retrouve un peu plus. On le voit surtout, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Olivier, mais sur les questions plutôt en matière de santé ou sur les produits dangereux. Et là, on voit quand même on a une différence qui est assez nette entre les deux branches pénales et civiles. Sur cette question plus particulière, ensuite, du risque plus important que celui décelé, encore une fois, sur les décisions, moi j'ai pu voir, même si elles ne s'appliquent pas spécifiquement, mais on distingue bien deux choses. D'abord, la connaissance du risque et son ignorance volontaire, quelque part, le fait de ne pas alerter sur la question. Et là, ce n'est pas tellement le fait point de savoir s'il a été plus grave que prévu ou non, c'est qu'il était prévu et la personne n'a pas mis en évidence ce risque-là. On n'en a pas tiré en tout cas des conséquences, hein, que ce soit sur alerter, soit sur réagir à une alerte, en tout cas sur les deux mécanismes qui sont évoqués. Ensuite, sur ce risque plus important, par exemple, projection plus importante que celle que les modèles pourraient réaliser, là, il me semble en tout cas qu'on ne voit pas de responsabilité dans cette hypothèse-là. Parce que, pour deux raisons, d'abord,
n'y a pas de faute à proprement parler qui est commise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-estimation du risque dans le premier sens. D'abord parce que les modèles de simulation font un état du risque, il est assez facile de dire non, on a respecté nos modèles, le fait que ce soit plus grave que prévu ne nous est pas imputable. Et c'est la décision rendue dans l'affaire Météo France, en disant bon, nous, on avait des modèles avec des forces de vent à un instant T, on a mis une alerte orange et pas une alerte rouge, on n'a pas fermé les campings, par exemple, parce que les modèles que l'on avait ne conduisaient pas, et la Cour de cassation a validé tout à fait cela